Alors maintenant, on va parler de petits développements et des grands développements aussi pour la leçon 125 sur les extensions de corps, exemples et applications. Alors, le premier qui me vient à l'idée, c'est déjà de parler quand même des polynômes cyclotomiques qui sont importants. Phi n est irréductible sur Q. Alors ça, vous pouvez le trouver dans le Perrin, chapitre 3, je crois, 2 ou 3. L'idée de la preuve, donc je ne donne pas la preuve, mais juste les grandes lignes. Si phi n est non irréductible, étant donné que ces racines, ce sont des racines primitives énièmes de l'unité, donc c'est des oméga puissance k, avec k premier avec n, et oméga racine primitive énième de l'unité, ça veut dire qu'on pourrait scinder phi n en mettant une racine primitive de l'unité et une autre qui serait une puissance pème de cette racine, et tous les deux seraient compartimentés dans des polynômes irréductibles différents. Voilà. Ça, c'est parce que on passe d'une racine primitive de l'unité vers toutes les racines primitives de l'unité en multipliant par des nombres premiers avec n. Donc, on pourrait trouver un polynôme irréductible. Alors d'abord, évidemment, je montre qu'il est irréductible sur z. Perrin montre qu'il est irréductible sur z. Et ensuite, que s'il était non irréductible, il existerait deux polynômes irréductibles sur z, s'il était non irréductible sur z, tel qu'on aurait une racine zeta, racine de f, et zeta puissance p, racine de g. Voilà. Avec p, bien sûr, premier avec n, parce que c'est ce que je vous disais, quand on est dans z sur nz étoile, on peut toujours obtenir tous les éléments de z sur nz étoile en partant d'un élément et en multipliant à chaque fois par un p premier avec n. Bon, alors, maintenant, ça veut dire quoi? On l'interprète comme ceci. Si on regarde g de xp, zeta est racine de g de xp. D'accord, d'après ça. Donc, comme f est irréductible, c'est-à-dire que f divise g de x puissance p. Donc, on peut l'écrire comme ceci. Et maintenant, je regarde ça sur fp de x. Mais sur fp de x, g de xp, c'est g de x le tout puissance p. Alors attention, parce que f bar ne reste pas irréductible, mais il a toujours un diviseur irréductible phi. Et là, on va se retrouver avec phi qui divise g bar, mais phi divise g bar et phi qui va diviser donc gxp. Donc comme phi est irréductible, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des multiplicités si f est différent de g. Voilà, donc en gros, le truc, c'est que comme n est premier avec p, phi n bar n'a que des racines simples sur fp, et c'est avec ça qu'on va trouver la contradiction. Voilà les grandes lignes. Si vous n'avez pas compris, c'est normal. Si vous avez tout compris à ce que j'ai dit, attendez un moment avant de prendre le volant. Alors maintenant, deuxième développement. Si z sur nz étoile est non cyclique, le groupe multiplicatif, alors phi n bar est non irréductible modulo p, quel que soit p premier. Par exemple, vous allez prendre n égale 8, vous avez z sur 8z étoile, c'est z sur 2z croix z sur 2z, donc il est non cyclique, par le théorème de structure par exemple, et donc x4 plus 1, c'est phi 8, et va se réduire modulo p, quel que soit p premier. Donc voilà, on a d'ailleurs un joli contre-exemple, qu'on peut avoir un polynôme qui est irréductible, et pourtant, modulo p, il se réduit, quel que soit p. Alors qu'on sait que s'il était irréductible pour un seul p, alors il serait irréductible dans z. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant, vous pouvez le trouver donc, dans vos carnets de voyage en algèbre. Alors, première idée, xn-1 se décompose en polynôme phi d, polynôme cyclotomique. Donc maintenant, modulo p, on a aussi cette même décomposition, sauf que les phi d bar ne sont pas irréductibles a priori. Et là, je prends p premier avec n, et je montre que toute racine de phi n bar est racine primitive énième de l'unité. On l'a déjà vu auparavant dans les choses que j'ai expliquées sur cette leçon 125.
En gros, il ne peut pas être racine plus petite que n, hein, d divisant n, parce que sinon, comme il serait déjà racine de phi n bar, il serait racine de phi d bar, et donc racine multiple de xn-1, et donc c'est pas possible, parce que xn-1 n'a que des racines simples. Il suffit de calculer la dérivée et utiliser le fait que p est premier avec n, donc modulo p, xn-1 n'a que des racines simples. Deuxièmement, alpha est maintenant racine de phi n bar. Donc alpha est racine primitive n-ième de l'unité. Donc alpha est d'ordre n dans le groupe multiplicatif du corps auquel il appartient. Donc alpha, qui est d'ordre n, donc on l'a vu précédemment, si alpha est racine d'un polynôme de fp de x, alors alpha puissance p est racine du même polynôme, parce qu'on fait passer le Frobenius, et qui a un automorphisme de corps, donc qui laisse fixe fp. Donc alpha puissance p est racine, alpha puissance p2 est racine, etc. Alpha puissance pk est racine de phi n bar. Maintenant, on risque de tourner en rond, parce qu'au bout d'un moment, on va retomber sur alpha, il n'y a pas une infinité de racines là-dedans. Et il se trouve que, comme alpha est d'ordre n, on retombera sur alpha exactement quand on aura atteint l'ordre, juste avant d'avoir atteint l'ordre de P dans Z sur NZ étoile. Modulo n, puisque c'est l'ordre de alpha. Donc maintenant, troisièmement, on regarde l'ordre de P dans Z sur NZ étoile. Ça va nous faire exactement une orbite du Frobenius sur alpha, qui agit sur alpha, qui va être l'ensemble des alpha puissance pk, k allant de 0 à cet ordre-là, moins 1. Donc ça fait O éléments, O c'est cet ordre. Et ça, c'est Frobenius invariant, puisqu'on a multiplié sur une orbite, et donc c'est dans fp de x. Et ça va diviser, évidemment, ça va être des éléments de 2 A2 distincts, parce que alpha est d'ordre n, et ça va diviser phi n bar. Mais ça fait O éléments qui divise phi n bar. Donc, si P n'est pas un générateur de Z sur n bar, ceci ne peut pas être de degré phi de n. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez avoir que ce polynôme-là divise strictement phi de n bar, et phi de n bar n'est pas irréductible. Voilà, toujours pareil, je vous donne juste les idées. Maintenant, je vous conseille de regarder les choses en détail, mais au moins, là, on a mis à peu près tous les jalons. Alors, on continue sur les développements possibles. Un très joli développement, c'est que la table de caractères de Sn, alors ça, il faut connaître un peu la théorie des représentations, la table de caractères de Sn n'a que des nombres entiers. Alors, d'abord, ça se fait avec un petit lemme qui dit que dans une extension cyclotomique, si zeta, par exemple, c'est une racine primitive n-ième de l'unité, on a un théorème de descente, encore une fois, qui nous dit que si un élément, si et seulement si, un élément de z de zeta est invariant par les automorphismes cyclotomiques, donc qui a zeta en voie zeta puissance k, k premier avec n, donc c'est invariant par tous ces automorphismes, c'est un espèce de invariant par le groupe de Galois, si et seulement si ce nombre, qui était a priori dans Z de zeta, se trouve dans Z. Donc il suffit de montrer que ces automorphismes agissent trivialement sur ce nombre pour montrer que c'est entier. Donc il faut faire agir sur les nombres qui sont dans les tables de caractères, il faut faire agir par ces choses-là. Et justement, c'est assez facile de démontrer qu'ils sont bien dans Z de zeta. Alors maintenant, on remarque que K, s'il est premier avec factoriel n, alors l'application qui a x donne x puissance k de Sn dans Sn, c'est une application qui fixe les classes de conjugaison. Alors je vous rappelle que les caractères irréductibles, ils agissent sur les classes de conjugaison, et c'est ça qui nous donne les éléments de la classe de caractères. Donc toute action sur les classes de conjugaison, par dualité,
devient une action sur les caractères irréductibles. Mais cette action, comme elle était triviale sur les classes de conjugaison, eh bien, elle devient triviale sur les caractères irréductibles. Donc il suffit de regarder un petit peu dans les yeux cette action pour voir que ça correspond exactement à l'action de ces automorphismes cyclotomiques. Et donc être invariant par ces automorphismes cyclotomiques revient à être entier. Voilà l'idée. Alors maintenant, c'est algébriquement clos. Ça, c'est un joli développement que vous pouvez trouver dans Carnet de voyage en algébrie. C'est la preuve la plus algébrique hein, que je connaisse. Normalement, c'est algébriquement clos, ça se montre toujours avec de l'analyse. On est obligé de mettre de l'analyse parce qu'il y a du réel dedans, donc l'analyse est incontournable. Mais là, on peut la circonscrire à quelque chose de trivial, c'est-à-dire le théorème des valeurs intermédiaires, et c'est tout. C'est inspiré, on va dire, d'une preuve de Pierre Samuel, que vous pouvez trouver dans le livre de Pierre Samuel, mais dans une version matricielle, et donc liée à la réduction, et donc c'est très très transversal, hein, d'accord. C'est d'ailleurs assez amusant à quel point hein, l'algèbre, on s'en rend compte quand on fait des développements, est transversal, comme tout. Il y a une énorme entraide entre l'arithmétique, la réduction, la géométrie, tout ça, ça s'entraide, ce qui n'est pas forcément vrai pour les développements en analyse. Il faut se creuser un peu plus la tête pour trouver des développements, des choses qui sont transversales, qu'on peut placer un peu partout. Hein. En gros, l'algèbre, c'est quand même la communauté de l'anneau. Hein, si on veut. Alors allons-y. Quelles sont les idées dans C algébriquement clos, telles qu'on va trouver dans Carnet de voyage en algébrie? Donc il faut qu'on prenne un polynôme P et montrer de C de X et montrer qu'il possède une racine dans C. Donc quitte à multiplier P par P bar, on obtient un élément de R de X, donc on se ramène à R de X. Et là on fait une récurrence sur la deux-valuation du degré de P. Ça c'est une idée de Pierre Samuel. Pourquoi? Parce que si cette deux-valuation est nulle, alors le degré est impair. Et un degré impair, le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'il y a une racine. Donc maintenant, on va supposer que c'est vrai jusqu'à un degré dont la deux-valuation est m-1. Et je vais supposer que le degré maintenant du polynôme que j'appelle n a pour deux-valuation m. Et maintenant, je vais regarder Cp, la matrice compagnon de mon polynôme P, et je vais regarder de Sn dans Sn. Alors ça, c'est les matrices symétriques. Dans les matrices symétriques, l'application linéaire, l'endomorphisme, qui envoie S sur CPS plus SCP transposé. Et S donne CPS CP transposé. Et on voit bien que c'est un endomorphisme, que ça va bien des matrices symétriques, hein, dans les matrices symétriques. Et pourquoi je fais ça? Parce que la deux-valuation de la dimension de Sn, la dimension de Sn des matrices symétriques, on sait que c'est n plus 1 sur 2, hein, c'est ça la dimension, eh bien, la deux-valuation de n plus 1 sur 2, eh bien, on voit que c'est m-1. On est descendu. Ce nombre-là, il a l'air plus grand, mais en deux-valuation, il est plus petit. Donc, on va pouvoir l'appliquer au polynôme annulateur, un polynôme annulateur de ça. Et ça, c'est facile de trouver un polynôme annulateur de ça, et c'est lié au polynôme caractéristique de CP, c'est-à-dire P. Voilà l'idée, hein, je vous laisse regarder, et vous voyez qu'à partir du moment où on a fait l'initialisation, il n'y a plus d'analyse. La partie centrale est une partie algébrique, hein, grâce à cette idée de Pierre Samuel. On utilise aussi dans la preuve le fait que c'est quadratiquement clos. Et ça, c'est facile à démontrer. C'est-à-dire que quadratiquement clos, ça veut dire qu'une équation de degré 2 sur C, on sait qu'elle a toujours des solutions, hein, des racines dans C. Et ensuite, alors toujours dans Carnet de voyage en algébrie, celle-là elle est magnifique, mais elle est un peu plus difficile. Si Q est une forme quadratique sur un corps K, et si L sur K est une extension de degré impair, à partir du moment où vous avez un vecteur isotrope sur Q, mais ce vecteur isotrope non nul sur Ln, alors vous avez un théorème de descente qui vous dit qu'il existe V0 sur Kn non nul et isotrope. C'est le théorème un théorème de Springer, et ça fait un très joli théorème. L'idée, c'est de faire une récurrence hein, sur le degré, et de toute façon, si on a un degré impair, on va avoir
une suite hein, de corps de degrés impairs. Et à chaque fois, on le fait, mais c'est pas une récurrence sur un corps K fixé, c'est une récurrence sur un corps de base qui est quelconque. Et pour passer d'un degré à un degré plus petit, on va changer le corps de base et le remplacer par un corps de rupture de degré impair sur K. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Et bon, vous pouvez regarder, ça fait un développement un peu difficile. Donc ici, c'est des développements assez ambitieux, hein, la table de caractères, c'est algébriquement clos par la réduction, et donc bon, ça a bien sa place quand même là-dedans. Et le théorème de Springer qui est vraiment très très joli, un petit peu ambitieux quand même.